Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 13 septembre 2025. Fidèle à notre rendez-vous, nous nous retrouvons avec vous dans le cadre de cette émission Grand Angle. Comme d'habitude, nous allons commencer par vous donner quelques informations. Nous allons commencer par nous excuser pour le webinaire qui aurait dû avoir lieu hier le vendredi. Parce que pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons été obligés de le reporter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les chefs. Dernier jour ce mercredi du voyage de chef de l'État. Fin 2023, la République du Congo connaît des inondations historiques. Il sera reporté pour dans 2 semaines, c'est-à-dire que les dispositions seront prises et je crois que nous serons fidèles au rendez-vous pour le vendredi 26 septembre à 18 h. Donc, je crois que c'est la première information. Veuillez accepter nos excuses et nous ferons tout pour que nous rattrapons ce désagrément. La deuxième information que vous connaissez, c'est toujours ce problème qui pour nous n'est toujours pas résolu. Le problème des accords entre le Rwanda et le Congo. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Nous avons suffisamment parlé de ça. Et aujourd'hui, nous allons essayer de nous en tenir à l'essentiel, en vous rappelant qu'en 2021 et en 2022, une quinzaine d'accords a été signés entre le Rwanda et le Congo. Et ces accords comportaient des volets qui nous ont préoccupés, notamment un accord sur la coopération militaire et technique. Il y avait également des aspects qui touchaient aux terres. Et les Congolais ont été préoccupés, très préoccupés, lorsqu'ils ont découvert une vidéo qui a été réalisée le 30 mars 2024, dans laquelle on annonçait sur la chaîne nationale de télévision rwandaise que le Congo avait cédé 2 sites de terrain d'une superficie cumulée de 980 km² et que ces sites devenaient la propriété du Rwanda. Ce qui veut dire en d'autres termes que nous acceptions de concéder 2 enclaves rwandaises sur notre territoire, ce qui est vraiment, vraiment inacceptable et intolérable. Et les Congolais ont réagi, tant de l'intérieur que de l'extérieur, pour dire que cela n'était pas possible. Et je vais pour cela rappeler 2 articles, parce qu'assez souvent, je ne me suis pas souvent référé à ces articles. Je me réfère à l'article 44 de la Constitution, qui dit ceci. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence
tirer de ses ressources naturelles ou de ses richesses est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. Et après, nous passons à l'article 53 qui dit clairement « Les biens de l'État sont sacrés. Les biens du domaine public sont inaliénables, incessibles, imprescriptibles et insaisissables. Tout citoyen doit les respecter et les protéger. » C'est fort de ça. En-delà d'un certain nombre d'aspects sur lesquels nous reviendrons plus tard, que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont crié haut et fort non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Et je crois que nous suivons la situation et nous allons essayer de faire en sorte que nous ne baissons pas les bras et que nous soyons entendus par les gouvernants qui ont choisi d'observer un silence curieux. Mais cela ne nous découragera pas. Nous allons poursuivre. La deuxième information que je vais donner, elle est relative à ce que nous avons découvert sur les réseaux sociaux. Semble-t-il que le Congo aurait signé un curieux accord avec l'Olympique lyonnais. Et un certain nombre de commentaires ont été faits sur les réseaux sociaux qui font apparaître clairement qu'il s'agit d'un nouveau scandale financier. Au moment où notre pays traverse une grave crise multidimensionnelle et on veut s'amuser, engager l'État, parfois dans des situations ou dans des démarches qui ne devraient pas avoir lieu. Je crois que tout le monde a suivi la vidéo qui a été réalisée, je crois, je ne sais pas si c'est un journaliste ou un joueur qui a fait une vidéo pour attirer l'attention des Congolais, des gouvernants congolais et des citoyens congolais sur le fait que nous n'avions pas intérêt à vraiment nous faire rouler dans ce genre de situation. D'autant que nous avons surpris, lorsque nous voyons les commentaires qui ont été faits, qu'il semble que cette démarche était d'abord menée auprès de la République démocratique du Congo, à un niveau, au niveau du coût, qui est pratiquement la moitié de ce qui est proposé au Congo. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bonjour à tous et bienvenue. Vous avez dû voir passer le possible partenariat entre l'Olympique lyonnais et la République du Congo. C'est un projet baptisé, bizarrement d'ailleurs, Destination Congo-Brazzaville. La présidente de l'Olympique lyonnais, Michel Kang, s'était rendue d'ailleurs à Brazzaville rencontrer le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Tandis que le ministre des Sports congolais, Hugues Golondele, lui s'était rendu au Groupama Stadium. On a eu des échanges de photos et plein de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas encore signé. C'est en cours de finalisation, mais pour le moment, il n'y a encore rien d'officiel. Il y a quelques doutes. Et surtout, c'est un projet qui interroge. Parce qu'à la base, je le rappelle, l'OL devait signer avec Kinshasa. C'était il y a un peu plus d'un an. Destination RD Congo. Et là, on en avait parlé. Il y a eu des gens, il y a eu aussi l'ancien directeur général. On essaie d'écarter l'initiateur du projet, qui est un Congolais de Kin, Luc Mangala, qui est donc à l'origine du Destination RD Congo. Et au milieu de tout ça, vous aviez deux hommes. Vous avez Cisco Mulongo, qui travaille notamment pour le ministre des Sports à Kinshasa, aka le Bernard Tapie congolais, et un avocat lyonnais, Thierry Braillard, qui s'est toujours défendu, non, je suis pas là. Et ce qui est fou quand même, c'est que ces deux personnes-là, qui à un moment donné ont essayé de récupérer un peu le projet de Kinshasa, hop, ils le proposent à Brazzaville. Et de Destination RD Congo, vous avez Destination Congo-Brazzaville. D'ailleurs, Congo-Brazzaville, c'est pas le nom du pays, c'est la République du Congo. Il n'y a pas que Brazzaville que je sache dans la République du Congo, mais soit ainsi. Donc il le propose à Hugues Golondele et surtout au chef de cabinet, cher Charles, comme on l'appelle, Charles Makaya, quelque chose comme ça. Je dois mal prononcer son de famille, il m'excusera. Et donc cette petite bande-là, ils disent super. Et donc ils arrivent à Lyon. Lyon, on le sait, est dans une situation précaire financièrement. Pour Kinshasa, c'est entre 4 millions et 4 millions et demi pour signer. Sponsor dans le dos, etc., avec plein d'autres choses derrière. Et là, des sommes que j'entends, c'est bien plus. Alors que l'OL, vu sa situation financière aujourd'hui à 3,5, 4, ils signent, ils n'ont pas le choix, ils ont besoin d'argent. Et on a la République du Congo qui arriverait et qui paierait entre 6 et 7 par an. Donc, il va falloir qu'on m'explique quelque chose, que le ministre et surtout le président de la République, M. Sassou Nguesso, explique à son peuple ce qui coûte entre 3 et 4 millions d'euros. Pourquoi son pays paierait entre 6 et 7? Ce qui vaut 3 ou 4, vous le payerez 6 ou 7? Non. Pourquoi? Quel est l'intérêt pour le Congo de payer plus cher? Ah, les commissions, ce genre de choses. Vous savez, le pire, c'est que ce projet n'est pas passé en Conseil des ministres, pas passé devant l'Assemblée, pas dans le Parlement. Il n'y a pas eu d'études préparatoires.
Et on entend que oui, il y aurait des contreparties, alors de la formation de coachs locaux, ok, très bien, je ne savais pas que ça valait aussi cher, et que notamment il y aurait une réhabilitation du complexe de Kintélé. Alors je ne savais pas que l'Olympique Lyonnais était une entreprise de bâtiment, une entreprise de chantier visiblement. C'est eux qui vont retaper le stade, mais on se fout de qui? Et quand tu te renseignes de deux côtés, non seulement tu te rends compte qu'il n'y a pas eu de travaux préparatoires, qu'en gros on va balancer des grandes lignes, hein, mais qu'il n'y a rien de concret. Et donc là on est en train de mettre de la poudre aux yeux. Et surtout que ça ne répond à aucune règle démocratique pour un tel projet. D'ailleurs, on ne le voit pas dans le budget, etc. Alors, ça pose énormément de questions. L'OL, ils sont contents. Il y a des gens qui arrivent, on va donner des millions. Et il y a quoi en contrepartie? La formation. Est-ce que c'est la formation la plus chère du monde pour des entraîneurs? Et je vais terminer là-dessus. Si le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, valide ce projet, valide de payer entre 6 à 7 millions par an pour quelque chose qui va entre 3 et 4, sans contrepartie, ça veut dire une seule chose, c'est qu'il ne contrôle plus son pays. Pourquoi les gouvernants ont toujours la tentation d'aller vers une démarche qui fait que les Congolais les soupçonnent toujours de vouloir privilégier l'intérêt personnel, l'intérêt particulier, l'intérêt égoïste au détriment de l'intérêt général. Et ça, ce n'est pas du tout sérieux. Alors, nous terminerons sur ce problème en demandant aux gouvernants de tout mettre en œuvre pour annuler ce contrat. Ce n'est pas la priorité du moment. Et je crois que nous avons d'autres champs à fouetter. Et il faut que nous accordons l'attention à ces situations. Surtout que nous approchons la rentrée scolaire et nous osons espérer que nos enfants, nos petits-enfants et les autres devraient aller à la rentrée scolaire dans de très bonnes conditions. Nous espérons être entendus par les gouvernants, mais dans tous les cas, nous ne baisserons pas les bras. La troisième information, en fait, c'est plus une information, mais nous avons choisi, au regard du comportement adopté par les gouvernants, au regard du comportement adopté par les partis congolais du travail, d'essayer une nouvelle fois de parler sur la situation du Parti congolais du travail, que nous évoquons assez souvent de façon rapide, en disant que ce parti n'est pas en conformité avec la loi, même si à travers les textes du ministère de l'Intérieur, il est soi-disant déclaré, reconnu par ce ministère. Et nous tenons à revenir et nous allons insister sur ce point. Pourquoi? Mais parce que le Parti congolais du travail a violé les lois et règlements de la République. Le premier aspect que nous évoquons souvent, c'est que tout membre de ce parti, élu ou nommé à une autre fonction, n'a jamais daigné déclarer son patrimoine, conformément soit à l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002, soit à l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015. En fait, ces articles disent clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Et ce que nous disons, c'est vérifiable. Et nous avons assez souvent abordé cette question sous l'angle que nous évoquons maintenant. Et je crois que c'est une situation qui est préoccupante et qui devrait être réglée. Le deuxième aspect, s'agissant du PCT, c'est par rapport au congrès qu'ils ont tenu en décembre 2019, où une déclaration fracassante a été faite en disant que les 2588 congressistes ont choisi de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail. En fait, président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80, qui énonce clairement que le mandat du président de la République est également incompatible avec toutes les responsabilités au sein d'un parti politique. Les travaux du 5e congrès ordinaire du parti au pouvoir ont été lancés ce vendredi 27 décembre 2019 à Kintélé en présence des délégués venus des 12 départements du pays ainsi que ceux venus de la France. Ce congrès, selon les responsables, vise à raffermir les idéaux et les valeurs du parti au pouvoir dans la discipline et la cohésion. Chers camarades, l'ambition que nous avons pour notre parti nous interpelle sur le traitement qu'il convient de réserver à l'épineuse question de ses ressources financières. Il nous faut, dans notre réflexion sur l'avenir, mettre en exergue la nécessité d'une autonomie financière du Parti congolais du travail.
Les dirigeants du PCT vont aussi profiter de l'opportunité de ce congrès afin de tirer les leçons du passé et envisager de nouvelles perspectives allant dans le sens du développement économique et social du pays. Le congrès dit du cinquantenaire se tient pour célébrer les 50 ans d'existence du parti. Avoir développé une si forte capacité de résilience, on peut vraiment se permettre de parler aujourd'hui de la consécration. Oui, c'est un parti qui entre dans la voie de la sagesse, un parti qui a tout connu dans le pays, un parti qui a l'expérience, l'expertise, la compétence et les ressorts nécessaires pour conduire le peuple congolais vers les cimes rêvées de l'émergence. De nouvelles instances dirigeantes seront mises en place d'ici la fin du 5e congrès ordinaire ce 30 décembre 2019. Le Parti congolais du travail demeure à ce jour le parti politique le plus ancien et le plus représentatif au Parlement avec 95 députés et 51 sénateurs. Vous voyez bien qu'il s'agit là encore d'une nouvelle violation de la loi, d'une violation de la Constitution. Et en tenant compte de ceci, nous pouvons déduire et dire calmement que le Parti congolais du travail a violé l'article 26 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017 qui dispose que les partis politiques ont le devoir de se conformer à la Constitution. Nouvelle violation de la Constitution. Quand on était plus jeune, en tout cas moi je me rappelle, je disais ça, quand quelqu'un m'embêtait, je lui disais mais tu t'es pris pour le président de la République, et dans ma tête ça voulait dire que le président de la République vraiment il est tout en haut et il n'y a rien au-dessus de lui. Et je réalise des années plus tard que c'était faux. Je n'aurais pas dû dire tu te prends pour le président de la République, j'aurais dû dire tu te prends pour la Constitution. La Constitution, c'est la norme la plus élevée de l'ordre juridique français. Le but principal de la Constitution, c'est de définir les différentes institutions qui composent l'État, donc par exemple le président de la République, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Sénat, et de régir les rapports entre ces différentes institutions. Donc par exemple, c'est la Constitution qui fixe les missions du président de la République, qui prévoit qu'il est élu au suffrage universel direct. C'est aussi la Constitution qui prévoit que c'est le Parlement qui vote la loi. C'est aussi la Constitution qui pose le principe de la séparation des pouvoirs. La Constitution rappelle aussi effectivement son attachement aux droits de l'homme et à certains principes comme le principe d'égalité. Mais le but premier de la Constitution, ce n'est pas de dresser une liste de droits pour les citoyens en vous disant bon bah voilà, vous avez le droit à la vie privée, vous avez la liberté d'expression, vous avez la liberté syndicale, etc., etc. Le but premier de la Constitution, c'est vraiment de définir et de régir les rapports entre les institutions. Ça permet donc aux citoyens que nous sommes de bénéficier d'une certaine sécurité dans la manière dont fonctionnent les institutions, et ça assure aussi une certaine stabilité dans le fonctionnement des institutions. Parce que l'idée c'est de se dire, ce n'est pas parce que vous êtes président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, etc., que vous pouvez faire ce que vous voulez et comme vous le voulez. Au-dessus de toutes ces institutions, il y a quelqu'un, ou plutôt quelque chose, et ce quelque chose, c'est la Constitution. C'est un peu un espèce de garde-fou qui va empêcher et éviter que ces institutions fassent tout et n'importe quoi de manière complètement arbitraire, autoritaire. Donc finalement, demain, le président de la République, Emmanuel Macron, ne peut pas se lever et dire « Non, moi je trouve que 2 mandats consécutifs c'est trop court, donc en fait je vais en faire 5 consécutifs ». Il ne peut pas le faire parce que la Constitution ne le permet pas. Alors évidemment, vous allez me dire, bah, est-ce qu'on peut pas la modifier? Oui, évidemment, on peut modifier la Constitution. D'ailleurs, la Constitution de 1958 a déjà été modifiée, mais on peut pas la modifier n'importe comment. C'est un processus qui est assez complexe. C'est pas juste le président de la République se lève, il claque des doigts et puis ça y est, il révise la Constitution. Je vous l'ai dit, la Constitution, elle est un peu sacralisée. C'est la norme suprême dans l'ordre interne, elle est tout en haut. Et donc, on ne doit pas pouvoir y toucher comme on toucherait à une autre loi. Et quand nous avons ce texte de loi, j'entends la loi 20-2017, nous avons l'article 31 qui est clair, qui dit clairement ceci. En cas de violation des lois et règlements en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti politique concerné de toutes ses activités et ordonne la fermeture
provisoire de ces locaux. C'est clair. Et j'entends souvent le Premier ministre Colonel Makosso dire « Force doit être donnée à la loi ». Je l'entends dire à Ouando que la démocratie, c'est avant tout et d'abord le respect de la loi. La loi, rien que la loi. Comment comprendre ça? Et ça, le ministre de l'Intérieur le sait. Tous les gouvernants le savent. Et malgré tout, ils prennent plaisir à déclarer, chaque fois qu'ils en ont l'occasion, que le président Denis Sassou Nguesso, qui est président du Parti congolais du travail, va briguer un nouveau mandat pour l'élection présidentielle de 2026. Que se passe-t-il? Qu'en est-il de l'application des lois et règlements de la République? Et j'en viens pour que les Congolais comprennent. Quand on fait l'arrêté 1726/MID CAB du 30 juin 2025, ne fait que violer ces dispositions, puisque dans cet arrêté, comme dans tous les autres textes d'ailleurs, le Parti congolais du travail est placé en tête comme étant reconnu par le ministère de l'Intérieur, et nous vous donnons la démonstration qu'il n'est pas en conformité avec la loi. Et quand les gouvernants parlent de paix, surtout du fait que la paix est dangereusement menacée, qui menace la paix? Est-ce qu'on ne menace pas la paix en ne respectant pas soi-même les lois et règlements de notre République? Et je crois que c'est un problème extrêmement important. Assez souvent, et ça je le dis franchement, nous avons par écrit saisi plusieurs autorités, notamment le ministre chargé de l'Intérieur, notamment le Premier ministre chef du gouvernement, notamment le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ça s'est toujours soldé par un silence. Mais vous avez la preuve là. Qu'est-ce qu'on fait? Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Le PCT aurait dû être sanctionné. Et il doit être sanctionné. Que faisons-nous? Évidemment, nous pensons, qu'en le faisant et qu'en saisissant toutes ces hautes autorités, que le président de la République en est informé. Et nous rappelons aux Congolais, aux téléspectateurs, qu'au moment de sa prise de fonction, le président congolais a prêté le serment devant la nation et le peuple congolais de respecter et de faire respecter la Constitution. Pourquoi sur ce point précis, le président de la République n'a pas fait respecter la Constitution? Et on va vous le faire apparaître très souvent, que le problème de la conformité à la loi est un problème extrêmement sérieux, qui doit être suivi et qui doit nous permettre de suivre un certain nombre de choses. Maintenant, en termes d'information, nous allons passer à la dernière information avant de passer à la thématique globale. L'information que nous allons vous passer est relative pratiquement à l'alternance démocratique au Bénin. Et je crois que les choses au Bénin, après ce que nous vous avons dit, elles avancent assez sérieusement. Et je vais vous lire une des dernières déclarations qui a été faite par le président Patrice Talon, que je vais me permettre de commenter. Le président Talon a dit ceci après qu'on ait choisi, que la majorité au pouvoir dans son pays ait choisi celui qui sera candidat de cette majorité à l'élection présidentielle d'avril 2026. Il a dit ceci. Lorsqu'on a bien servi son pays, on n'a pas peur de partir. Je ne me reproche de rien. Et pourquoi vais-je faire 20 ans au pouvoir? L'alternance est dans la culture béninoise. Et ce n'est pas à moi de la rompre. Patrice Talon.
Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour aborder notre troisième sujet, parler du Bénin et de la présidentielle plus précisément. Patrice Talon refuse toute idée de troisième mandat. Le président du Bénin, Patrice Talon, réaffirme sa volonté de laisser le pouvoir après l'élection présidentielle prévue pour avril 2026. Il a réitéré ce week-end, il ne compte pas continuer. Pour lui, le pouvoir l'a vieilli et qu'on se laissait la main. C'est vrai, il y avait jusque-là des doutes encore, certains en doutaient, mais à chaque occasion qu'il trouve, le président Talon cherche l'opportunité de rassurer ses concitoyens et l'opinion internationale qu'il ne sera pas candidat. Pasteur Edo. Docteur, le président Talon me fait rêver. Chapeau à vous, président, chapeau à vous. Il me fait rêver. Finalement, en avril 2026, je vais bien dormir. Parce que un dirigeant, depuis un moment, il le dit, qu'il n'y a pas question de prolonger son mandat. Il le dit, à chaque fois il le dit, il y avait des doutes, les gens doutaient, mais aujourd'hui, je crois que c'est clair que le président Talon veut rapidement quitter la présidence et aller faire autre chose, parce que après la présidence, il y a encore la vie, et ça rassure. Il dit que la fonction du président l'a vieilli en 10 ans. Et c'est vrai, c'est une charge lourde. Et en 2 mandats, psychologiquement, les psychologues le savent très bien, les gens le savent très bien. C'est pourquoi ils ont dit qu'il faut faire 2 mandats, 10 ans ou bien 8 ans pour partir. Je crois que ce message est clairement destiné aux Congolais. Mais je parlerai plutôt de ce qu'on devrait appeler les démocrates congolais. Parce que j'aime toujours avoir en souvenir cette phrase du président Sassou dans une de ses déclarations. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et ici, nous avons une situation. Il y a un certain nombre de mots forts que le président Talon a utilisés, notamment en disant, quand on a bien servi son pays, on n'a pas peur de partir. Ce qui voudrait dire, si on peut s'exprimer différemment, que ceux qui ont peur de partir ont certainement des choses à se reprocher. Mais ils auront peur jusque quand? Ils auront peur jusque quand? Et il continue, le président Talon. Je ne me reproche de rien. Je ne me reproche de rien. Ce qui, sous une certaine analyse, fait apparaître également que ceux qui ont peur de partir, ce sont ceux qui se reprochent beaucoup de choses. Et enfin, il termine en disant que l'alternance est dans la culture béninoise. Les démocrates congolais doivent s'interroger. À quand l'alternance dans la culture congolaise? Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est pour ça que sur ce point, j'ai dit que nous devons militer pour revenir, pour régler ce problème, pour faire en sorte que le mandat présidentiel soit un mandat de 5 ans, une fois rééligible, comme cela a été prévu dans la Constitution du 15 mars 1992. Il n'y a aucune raison que l'on veuille prétendre qu'on est démocrate et qu'on ne veuille pas accepter l'alternance démocratique. Et je crois que le président Talon nous a donné là une excellente leçon sur laquelle nous devions nous inspirer. Et je crois que c'est très important. Maintenant, après avoir évoqué ça, nous allons essayer de passer à la thématique d'aujourd'hui. La thématique d'aujourd'hui, nous poursuivons dans la lancée de la dernière émission. Il s'agit des défis de la gouvernance électorale. La dernière fois, nous avons évoqué un certain nombre de choses et aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée. Mais pour bien comprendre ce que nous allons dire, nous voulons, dans un premier point, parler du contexte dans lequel nous nous trouvons. Évidemment, le contexte que nous nous trouvons, nous disons que nous sommes pratiquement à un peu moins de 6 mois de l'élection présidentielle, qui, si les textes sont respectés, devrait avoir lieu entre le 8 et le 15 mars 2026. Mais les problèmes qui sont soulevés sont extrêmement importants. Ils doivent être suivis, bien gardés, d'autant que le constat a été fait de façon générale que dans nos pays, dans les pays au sud du Sahara, les élections sont souvent à la source des conflits qui ont créé des situations extrêmement graves
est extrêmement pénible pour les populations. Comme ça ne s'invente pas, avenue de la Paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Les kalachnikovs et les lance-roquettes ont envahi les rues. Et lorsqu'on interroge ces miliciens, ils ne parlent que de guerre totale. Quant à moi, la guerre n'est pas encore finie. Pour l'instant, on doit garder les positions, tandis que le président Sassou relance ses projets pour en finir avec les Souba. Ici, pas d'idéologie, pas de programme, un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent, 15 ou 16 ans à peine, a pris une balle. Il rentrait visiblement de l'école. Des cadavres, il y en a tout autour de nous. Des civils en grande majorité, fauchés par une rafale. Lui, c'est autre chose. Quoi ce cadavre là? Ce cadavre va passer lorsqu'on faisait le combat, après le combat, et si on replie, et derrière nous, il y a les gens, les pilleurs. Et nous ne voulons pas de pilleurs, parce qu'ils viennent pour saboter. Et tous les pillards pris en flagrant délit sont exécutés, parfois les mains dans le dos. La mort pour l'exemple ne sert à rien, semble-t-il. Il y a une heure ou deux, un obus est tombé dans cette usine de congélation. Les pillards sont déjà à l'heure. Ils vont même s'arracher leur butin. Ça c'est le pillage, c'est quoi? Ça c'est pillage. Casser la maison de tout, qu'est-ce que ça c'est casser la maison? Quoi? Ce jour-là, un nouveau cessez-le-feu était signé, le 3e en une semaine. Nous en profitons pour aller rencontrer l'ancien président, Denis Sassou Nguesso. Sa résidence est devenue un camp retranché. On nous interdit de filmer les pièces d'artillerie. On le fera, caméra cachée. Elles sont hors d'usage. Des blindés pris à l'ennemi sont également hors d'état de nuire. Seuls ces 2 ou 3 000 miliciens, ces cobras, entretiennent l'illusion d'une armée. Première question, et déjà on comprend que la trêve sera de courte durée. La question qu'on pose, c'est de savoir si les troupes du pouvoir vont continuer d'occuper le CHU et de tirer sur les quartiers populaires de Poto-Poto. Il faut bien qu'elles sortent de là. Le CHU, le centre hospitalier de Brazzaville, a reçu ce soir-là un obus. Il est tombé dans le bloc opératoire. Nous chercherons vainement la trace des soldats gouvernementaux. Dans les étages, il n'y a pas non plus de Zoulous, ces miliciens qui soutiennent la guerre du président Pascal Lissouba. En revanche, il y a bien des malades, des cadavres et des blessés. Des médecins aussi désarmés, désemparés devant cette folie meurtrière. On attend les autorités. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Est-ce qu'ils vont nous rassurer quelque chose de bien? Est-ce qu'on va continuer? Bon, pour moi, s'il n'y a pas d'assurance, je préfère aller à la recherche de ma famille. Est-ce que je vais les voir? Est-ce que je vais être surprise par une balle? Je ne sais pas. C'est difficile. Une balle perdue et une nouvelle victime. Ce n'est plus une guerre civile, c'est une guerre contre des civils. L'administrateur de l'hôpital n'en peut plus, mais il veut que l'on sache l'horreur de cette guerre. L'odeur devient insupportable. Par exemple, ça sont des civils qui ont reçu des balles perdues. Ils ne sont même pas au frigo. 400 ou 500 cadavres, un petit aperçu du bilan. C'est pour ça que du point de vue du contexte, nous voulons revenir sur un concept qui est souvent utilisé dans ce pays. C'est la paix. En disant que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de crépitement des armes. Et nous insistons là-dessus. Pourquoi? Mais parce que le 13 août, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, qui en plus est chargé de l'organisation des élections, a par correspondance saisi les préfets des départements pour leur donner l'autorisation
en fait qu'ils organisent des campagnes de prière, soi-disant, pour embarquer les communautés religieuses et autres dans la dynamique de paix et du vivre ensemble. Mais c'est que ça s'est fait le 13 août. Et le 14 août, dans son message sur l'état de la nation, le président de la République a clairement annoncé que la paix était dangereusement menacée. Et les Congolais qui sont dans l'angoisse parce qu'ils ont vécu, ils ont les souvenirs de ce qui s'est passé en 1997, ils ont les souvenirs de ce qui s'est passé en 2015, ils ont les souvenirs de ce qui s'est passé en 2016, et ils ont les souvenirs d'un certain nombre de choses. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'on travaille pour que les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, transparente, démocratique et crédible et apaisée soient réunies afin de permettre aux Congolais de choisir, si l'élection a lieu, ceux qu'ils auraient véritablement voulu voir être à la tête ou à la direction de notre pays? C'est un aspect extrêmement important et il faut que nous le suivons très très sérieusement. L'autre aspect du contexte, mais c'est le débat autour de cet arrêté, l'arrêté 1726-CAB-MID-CAB du 30 juin 2025, qui en fait a publié la liste, soi-disant, des partis qui sont reconnus par les ministères de l'Intérieur. Et je dis qu'il y a un débat, pourquoi? Mais parce que des enquêtes menées par certains acteurs politiques ont révélé que la quasi-totalité des partis qui sont retenus n'étaient pas en conformité avec la loi. Et je viens de vous en citer un dans les détails. Il s'agit du Parti congolais du travail, qui est toujours en tête sur cette liste. Donc, je pose la question, que veulent réellement les gouvernants? Est-ce qu'il est possible que les gouvernants donnent l'exemple, le mauvais exemple aux Congolais de ce qu'ils ne respectent pas les lois et règlements de la République? Ce n'est pas sérieux. Ça crée un très mauvais contexte. Et nous rappelons que le 12 juillet, le préfet directeur général de l'administration du territoire a soi-disant reçu les partis, soi-disant non reconnus. Pour leur dire quoi? Vos partis n'ont pas été sanctionnés, ils n'ont pas été avertis, ils n'ont pas été blâmés, ils n'ont pas été suspendus, ils ne sont pas... Et vous pouvez continuer à faire votre travail. C'est bien. Mais que fait-on des partis qui apparaissent dans la liste publiée par le ministère, par les ministres de l'Intérieur, et pour lesquels on se rend compte qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi? Il n'est déjà pas intéressant qu'au niveau des gouvernants, ils puissent être soupçonnés, sinon suspectés, d'être dans des pratiques de faux et d'usage de faux. Mais ce problème amène à quoi? Mais ça amène à poser le problème général de la conformité à la loi pour tous. Et nous l'avons posé. Et je crois que ça devrait donner lieu à des réflexions, à ce que l'on avance et qu'on voit comment les choses vont devoir se passer. Pourquoi on le dit? Mais parce que l'article 15 de la Constitution est clair. Tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être avantagé, défavorisé par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à ses convictions politiques et religieuses, philosophiques et autres. Il s'agit de respecter un principe simple. La loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et je crois que c'est ce principe qu'il faut essayer de respecter. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit? On est dans un contexte où on a créé davantage de méfiance. Parce que les citoyens se sont rendus compte que les gouvernants eux-mêmes ne respectent pas les lois et les règlements de la République, ne donnent pas de bon exemple. Et il y a des soupçons à partir du moment où on déclare reconnus des partis qui ne sont pas conformes à la loi. Il y a inéluctablement des soupçons sur tous les résultats des élections qui sont donnés. Et beaucoup de Congolais pensent que ces résultats ne sont pas véritablement les résultats sortis des urnes, mais ce sont des résultats qui traduisent la volonté et une volonté, celle absolument
de vouloir conserver le pouvoir. Et ce n'est pas une très bonne chose. Donc, voilà en ce qui concerne le contexte et ce que nous avions voulu rappeler. Après avoir rappelé le concept et le contexte et après avoir évoqué un certain nombre d'aspects lors de la dernière émission, nous allons essayer de passer en revue un certain nombre de défis. Quelques défis que nous avons relevés. Nous les avons relevés à travers les recommandations qui ont été faites lors des concertations politiques qui se sont tenues de 2009 pratiquement à 2022 à l'intérieur du pays et à Brazzaville. Alors, parmi les points que nous avons relevés, nous avons un premier point. Je crois que ça a été dit à Brazzaville en 2009, c'est qu'il fallait considérer le dialogue comme l'unique moyen pour régler les conflits. Et ça, c'est très bien dit. Parce que d'entrée de jeu, nous constatons que toutes les concertations politiques qui sont tenues, elles n'ont pas eu de base juridique. Elles n'ont pas eu de base juridique. Et nous rappelons quoi? Mais nous rappelons dans la Constitution du 25 octobre 2015, les articles 227 et 228 ont institué un Conseil national du dialogue, organe de concertation, organe d'apaisement, organe de recherche de consensus entre les forces vives de la nation. Question, pourquoi ce Conseil n'a jamais été formellement mis en place? Question, pourquoi ce Conseil ne s'est jamais réuni? Et pourtant, les voix s'élèvent, des lettres ouvertes sont envoyées au président de la République pour espérer voir se tenir dans ce pays un dialogue national pour aborder les problèmes qui touchent ce pays qui a été plongé dans une grave crise multidimensionnelle. Pourquoi le dialogue ne se tient pas? Et c'est véritablement une question fondamentale. On a proposé les États généraux de la nation. On a proposé le dialogue national sans inclusif. Pas toujours. Ça a été observé par le curieux silence. Mais comment on va avancer si ces problèmes ne sont pas résolus? Voilà le premier aspect que nous tenons à relever. Le deuxième aspect, je crois que cela a été évoqué également à la concertation des Vaux, peut-être même de Brazzaville, à la concertation des Cimetiers. Il s'agit de quoi? Le libre accès de toutes les sensibilités politiques dans les médias publics, dans les médias d'État. Et aujourd'hui, la caporalisation des médias d'État par le Parti congolais du travail, par la majorité présidentielle, par tout ce qui est proche du pouvoir. Mais il s'agit du fruit de la contribution des Congolais. Il n'y a pas de raison que certains Congolais en soient exclus. Pourquoi? Comment ils peuvent le justifier? J'ose espérer que le nouveau Conseil supérieur de la liberté de communication qui doit être mis en place, parce que j'ai bien suivi les commentaires du procureur de la République près de la Cour suprême, lorsque les membres de ce nouveau Conseil supérieur de la liberté de communication ont prêté serment. Jean Obombi et Jérôme Patrick Mavungu viennent d'être élus respectivement au poste de vice-président et de secrétaire comptable du Conseil supérieur de la liberté de communication par les hauts conseillers. Une élection qui s'est faite par consensus conformément au texte régissant le fonctionnement de cette institution qui œuvre pour la régulation des organes de presse au Congo. Vous savez que le vice-président supplée le président de l'institution, lui apporte son apport dans le développement et dans les bonnes manières, dans la tenue du fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication. C'est le devoir qui m'est imparti, celui d'être le meilleur des conseillers du président. En ce qui me concerne en tant que secrétaire comptable, j'ai la charge de tout ce qui concerne les compétences administratives. Et j'espère qu'avec les autres, j'apporterai ma pierre pour l'efficacité du travail de l'institution. Les deux membres viennent ainsi compléter le bureau du Conseil supérieur de la liberté de communication. Le président de cette structure, Médard Milandou, a appelé les hauts conseillers à œuvrer pour l'atteinte de leur mission. Notre premier mandat est assurément utile dans la mesure où nous le démarrons à l'orée d'une échéance politique déterminante.
acteur politique de grande importance du processus électoral, nous devrions avoir le cœur à l'ouvrage afin de justifier la confiance que le chef de l'État a placée en nous. Et on a attiré leur attention sur le fait qu'ils doivent veiller au libre accès de toutes les sensibilités politiques dans les médias d'État. Et je crois que c'est un problème que nous allons devoir suivre. Maintenant, le troisième aspect que nous abordons, qui a été abordé à Evo. Mais depuis qu'il a été abordé à Evo, il n'a pas été respecté. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la recommandation qui a été faite sur la nécessité pour le gouvernement d'inscrire dans un timing précis les opérations préélectorales et électorales de manière à éviter la précipitation. Depuis que cette recommandation a été prise à Evo, elle n'a jamais été appliquée. De sorte que là, nous sommes en train d'aller à l'élection 2026, mais il n'y a pas un timing précis et on est dans la précipitation. Regardez, le 12 mars 2024, le ministre de l'Intérieur reçoit les groupements politiques pour leur dire qu'il va se tenir, qu'il y a la tenue imminente d'un conseil, d'une concertation nationale. Et qu'au cours de cette concertation, on va entre autres aborder les problèmes de la biométrie pour l'élection présidentielle de 2026 et les problèmes relatifs à la refonte de la loi électorale. Tout ça, ça n'a rien été, ça n'a pas été fait. Et voilà, le 1er septembre, on a lancé l'opération de révision des listes électorales. Que se passe-t-il en réalité? Est-ce un problème d'incompétence? Est-ce qu'un problème de manque de cadre? Qu'est-ce qui se passe exactement? Surtout qu'on a eu le temps. Et figurez-vous qu'il y a, je pourrais même dire, pléthore des structures qui s'occupent des questions électorales. Il y a d'abord le ministère de l'Intérieur lui-même. Il y a la Direction des affaires électorales. Il y a la Commission nationale électorale, soi-disant indépendante, mais elle n'est pas indépendante, nous y reviendrons. Il y a un haut commissariat à la gouvernance électorale. Malgré ça, les recommandations ne sont toujours pas appliquées. Et vous avez là l'exemple type d'une recommandation qui n'est pas appliquée. Le quatrième aspect que nous allons aborder, qui est curieux, depuis la concertation d'Evo en 2011, on parle de la production d'un texte de loi qui doit permettre le plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Depuis 2011, et à chaque réunion, on se retrouve. Il y a une commission qui s'est mise en place. C'est une mauvaise volonté. C'est un manque de volonté politique. Comme c'est des problèmes qui ont trait à l'argent, comme c'est des problèmes qui ont trait à des aspects financiers, on comprend, mais il faut bien qu'on y arrive, il faut bien qu'on avance et qu'on arrive un jour à trouver la solution. Maintenant, le cinquième point que je vais aborder, qui est très important, et je regroupe les aspects qui concernent ce point. Il s'agit en fait de la maîtrise du corps électoral, avec une préoccupation très importante, c'est l'élaboration des listes électorales fiables. Mais avec un aspect aussi tout important, c'est la notion qui est abordée depuis quelque temps, la biométrie. Est-ce que la biométrie sera au rendez-vous pour l'élection de 2026? Nous en doutons. Et comment peut-on l'expliquer? Mais pour revenir au problème de la maîtrise du corps électoral, nous devons dire, et ça a été dit à Tunisie en 2013, que la méthodologie qui consiste à vouloir déterminer le corps électoral par la révision des listes électorales ne permet pas une bonne mise à jour du corps électoral. Et il avait été dit à Tunisie qu'il fallait la préservation de la paix et la maîtrise du corps électoral pour garantir la tenue d'une élection libre, transparente, démocratique et crédible et apaisée. Alors on se pose la question, si tel est le cas, pourquoi le ministère de l'Intérieur s'est précipité à lancer l'opération de révision, tout en sachant que nous n'aurons pas une bonne maîtrise du corps électoral, tout en sachant que nous n'aboutirons pas à l'élaboration
des listes électorales fiables. Et je rappelle au ministre de l'Intérieur, mais qu'il a vécu le débat à Madimou. Et le débat sur cette question a fait apparaître deux tendances. La tendance de ceux qui pensaient qu'il fallait aller à la révision des listes électorales. Et l'autre tendance qui disait que la révision des listes électorales ne suffisait pas pour régler le problème de la maîtrise du corps électoral, c'est-à-dire de l'établissement des listes électorales fiables. Et que pour y arriver, il fallait peut-être ajouter à la révision des listes électorales un recensement administratif spécial. Évidemment, ils se sont séparés à Madimou en queue de poisson. L'opposition, notamment à travers Guy Brice Parfait, Kolela, que Dieu est son âme, Pascal Tchatima Bialé et Claudine Mounari, ont fait appel à l'arbitrage du président de la République. Cet arbitrage a eu lieu au Conseil des ministres du 4 décembre 2020. Mais on a fait quoi? On a donné raison à la majorité présidentielle qui militait pour qu'on aille à l'opération de révision des listes électorales. C'est-à-dire qu'on aille à une vision qui ne permettait pas non seulement la bonne maîtrise du corps électoral, mais qui ne permettait pas également l'élaboration des listes électorales fiables. Que veut-on? Et la raison évoquée, c'était que comme l'élection était prévue en mars 2021 et que la concertation s'était tenue fin novembre, mais la raison, c'était de dire, si nous choisissons d'aller pour la réalisation d'un recensement administratif spécial, ça nécessite une durée d'au moins 10 mois. Et nous ne respecterons pas les délais constitutionnels de la tenue de l'élection présidentielle. Ce qui veut dire que nous devions reporter l'élection présidentielle. Mais tout ce temps qui était passé, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Absolument rien. Absolument rien. Et on sait aussi, depuis 2013, qu'une recommandation a été faite relative à l'élaboration des cartes biométriques avec photo. Pourquoi diable les cartes biométriques ne sont pas faites? Évidemment, pendant longtemps, les gouvernants avaient de bons rôles. Non, la biométrie était subordonnée à la réalisation du recensement général de la population d'habitat et semble-t-il à la réforme de l'état civil. Le recensement a eu lieu. Encore qu'il faut noter que ce recensement a posé un certain nombre de problèmes. Mais pourquoi, en mars 2024, le ministre de l'Intérieur avait déjà proposé qu'on discute de la biométrie, alors que d'après la conception qu'ils ont au niveau de la gouvernance électorale, cette biométrie devrait faire avancer les choses en ce qui concerne la maîtrise du corps électoral. Que se passe-t-il exactement? Et nous découvrons qu'il y a véritablement une très mauvaise volonté d'avancer sur ce terrain. Et c'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage. Mais il est bon qu'on éclaircisse que les Congolais aient la bonne information parce qu'on est en train de tergiverser sur le problème de la mise en place des conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, et transparente, démocratique et crédible et apaisée en 2026. Et le problème de la maîtrise du corps électoral, il demeure entier, il n'est pas résolu. Et ce n'est pas l'opération de révision de liste électorale qui se fait maintenant au-delà du bruit que l'on fait, qui au plan de la démarche même permettra de résoudre fondamentalement ce problème. La question, monsieur le ministre de l'Intérieur, que se passe-t-il? Pourquoi les structures qui s'occupent de ces questions ont maille à partir? S'il s'agit des problèmes de compétence des agents qui y sont, mais il faut que ce problème-là soit réglé. Maintenant, s'il s'agit d'un blocage qui peut s'expliquer par un manque de courage et de volonté politique, là aussi, il faut que ce soit résolu. Mais nous attirerons toujours votre attention parce que la voie qu'on a choisie n'est pas une bonne voie et il faut qu'on avance très, très sérieusement. Maintenant, le point qui vient après, c'est celui de la formulation qui a été faite de l'application rigoureuse de la loi sur les partis. Mais je vous dis que la loi sur les partis n'est pas appliquée de façon rigoureuse. Je vous ai déjà dit que dans tous les textes qui sont pris, le Parti congolais du travail figure en tête de liste, alors qu'il n'est pas en conformité avec la loi. Et nous avons pris plaisir, après la publication de l'arrêté 1726,
MID Barcap du 30 juin, nous avons pris plaisir à mener une enquête sur le terrain. Et on a dit qu'il y a 42 partis qui sont reconnus. Mais je peux vous dire qu'il n'y a dans aucun département, il n'y a pas 42 partis qui ont ne serait-ce qu'un siège dans un de ces départements. Et pour bien appliquer la loi sur les partis, il faut se baser sur 2 articles fondamentaux de la loi 20-2017 du 12 mai 2017. L'article 11 dit que chaque parti doit avoir dans chaque département des membres et un siège départemental. Et l'autre article, c'est l'article 26, qui dit que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Alors, si nous prenons rien que l'article 26, par rapport à l'aspect qui est relatif à l'obligation de déclaration de patrimoine, il y a beaucoup de partis qui tombent. Beaucoup de partis, surtout de la majorité présidentielle, ils ne sont pas en conformité avec la loi. Puisque je vous ai souvent dit que depuis 2002, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi. Et que ce qui s'est fait en 2021 avec le Coliné Makosso n'avait pas permis de résoudre ce problème parce que ça n'avait pas été fait conformément à la loi. Et suite à ça, un recours a été introduit à la Cour constitutionnelle et ce recours a permis de recadrer les choses et de repréciser que la déclaration de patrimoine se fait lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Faites le point. Et c'est là où nous nous adressons vers le président de la République. Une fois de plus, nous pouvons constater et faire constater que le président de la République ne fait pas respecter les dispositions de la Constitution, notamment sur cet aspect de la déclaration, sinon l'obligation de déclaration de patrimoine. Et comme ça, quand nous avons mené l'enquête, et nous avons réalisé que 10 de ces 42 partis n'avaient aucun siège dans les départements hors Brazzaville. 10. 11 partis n'avaient qu'un siège dans un seul département. Vous voyez bien que ça fait déjà 21 partis qui ne sont pas en conformité avec la loi. Et comment ça se fait? Le ministre de l'Intérieur peut signer un arrêté. Et ce n'est pas la première fois. Les reproches que nous faisons, ces critiques, nous aurons pu les porter sur l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020. On aurait pu les porter sur la liste qui a été publiée en 2018, etc. Mais pourquoi on veut penser que les Congolais n'ont pas beaucoup d'attention et qu'ils feront certainement passer cela? Mais maintenant que nous avons mis cela, le ministre de l'Intérieur doit savoir. Et c'est pour ça que lorsque le préfet directeur général nous avait reçus en disant qu'on va compléter les dossiers, etc. Mais que fait-on de ceux qui ont été déclarés reconnus alors qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi? Il faut régler ces différents problèmes. Et ça, comme nous l'avons souvent dit, ça revient, nous remercions en cela le ministre de l'Intérieur et Joséphine Ngoulou. Ça revient à poser un problème plus fondamental, celui de la conformité à la loi, qui ne touche pas seulement les partis, mais qui touche tous les citoyens, qui touche toutes les institutions, en rappelant que l'article 50 de notre Constitution du 25 octobre 2015 dispose clairement que tout citoyen a le devoir de se conformer aux lois et règlements de la République et à la Constitution. Les choses sont clairement dites. Et après avoir parlé de ce qui se fait, mais qui n'est pas rigoureux, ça ne se fait pas avec rigueur au niveau de l'application de la loi sur les partis. Après avoir évoqué ça, nous passons à un aspect que nous jugeons également très important, celui de la mise en place d'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Parce que dans les textes pris au Congo, on dit que commission nationale électorale indépendante au sens du Congo. Non, il n'y a pas au sens du Congo. Il n'y a pas au sens du Congo. Et nous devons rappeler aux Congolais que ce débat dure depuis la présidence du président Pascal Lissouba. Et je me rappelle que lorsqu'en 1996, le premier ministre David Charles Ganaw, que Dieu ait son âme,
du président Pascal Lissouba avait déclaré qu'il s'apprêtait à prendre les dispositions pour que son gouvernement prépare des élections libres, transparentes, démocratiques et crédibles et apaisées. Les forces démocratiques unies, qui étaient présidées par le président Denis Sassou Nguesso, ont fait une déclaration très forte en disant qu'un démocrate sincère ne peut pas avoir peur d'une commission électorale indépendante et que la mise en place d'une commission électorale indépendante est inéluctable. Et en plus, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, en mars 2097, dans le cadre de la préparation de l'élection de 97 qui n'a pas malheureusement eu lieu, plusieurs partis de l'opposition, parmi lesquels le PCT du président Denis Sassou Nguesso, parmi lesquels le MCDD du président Bernard Bakana Kodela, parmi lesquels le RDPS du président Jean-Pierre Tissé Tchikaya, parmi lesquels le PSDC du président Clément Mirassa, avait signé un mémorandum adressé au président Pascal Lissouba. Et ce mémorandum, il existe. Et dans ce mémorandum, nous avons clairement défini les termes de référence de ce que devrait être une commission électorale, nationale électorale indépendante. Ça existe. Mais une fois que le PCT est revenu au pouvoir en 1997, mais ils font tout le contraire de ce que nous revendiquions à l'époque. Et ils ont pris sous leur responsabilité le problème de l'aspect de l'organisation des élections. Que se passe-t-il? Pourquoi ont-ils peur maintenant de la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante aux standards internationaux? Et ça, vous ne pouvez tromper personne, parce que cet aspect de l'indépendant ou de la vision d'une commission électorale indépendante selon les standards internationaux, elle apparaît dans la déclaration de Bamako de 2000, dans le cadre de la francophonie. Elle apparaît au niveau de l'Union africaine, dans la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, pour dire que ce qui se passe au Congo, la commission n'est pas indépendante. Et quand nous jetons un regard sur les textes organisant cette commission au niveau du Congo, qu'est-ce que nous constatons? Mais les actes préparatoires relèvent de la compétence du ministère de l'Intérieur. Et la Commission nationale électorale, soi-disant indépendante, on lui a donné les attributions, soi-disant, de suivre et de contrôler les actes qui auront été posés par l'administration. Et c'est là où, au niveau de l'esprit, nous devons dire que dans la conception telle qu'elle est perçue dans beaucoup de pays, et telle que le PCT l'a perçue hier quand il était à l'opposition, la Commission nationale électorale véritablement indépendante est une structure qui a la maîtrise de tout le processus électoral, depuis les actes préparatoires jusqu'à la publication des résultats. Elle est chargée de s'occuper des aspects du recensement administratif. Elle est chargée de s'occuper de l'établissement des listes électorales. Elle est chargée de s'occuper de l'établissement de la délivrance des cartes d'électeurs. Elle est chargée de s'occuper du découpage des circonscriptions électorales. Elle est chargée de s'occuper de l'organisation des scrutins. Elle est chargée de la publication des résultats. Voilà, dans l'esprit, au niveau des standards internationaux, ce que l'on devrait comprendre comme synthèse au niveau de la mise en place d'une commission électorale indépendante. Pour dire tout simplement que depuis 1997, on est dans les tergiversations parce qu'on ne veut pas véritablement mettre une commission nationale électorale véritablement indépendante, tout simplement pour des raisons que vous connaissez. Un, c'est la conservation du pouvoir. Parce que s'il y a une commission nationale électorale véritablement indépendante, évidemment, beaucoup de choses vont échapper. Et l'élection sera libre. On ne veut pas qu'on soit dans un circuit où les résultats de l'élection ne reflètent pas les résultats sortis des urnes.
Que faisons-nous? Que faisons-nous? Et c'est pour ça que depuis de nombreuses années, cette recommandation apparaît plusieurs fois, sous plusieurs formulations. Renforcement des capacités de la commission. Non, on ne veut tout simplement pas de la mise en place d'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Que voulons-nous? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous voyez les affaires des listes électorales, tout ça, la CONED accompagne, mais ce n'est pas elle qui a la pleine responsabilité de toutes ces situations. Et c'est pour ça que nous disons que cette situation est véritablement préoccupante. Et il faut qu'on ait un regard tout à fait particulier. Mais après avoir évoqué ça, l'aspect qui vient après, qui a été largement évoqué à Rwanda, il s'agit de la révision en baisse des taux de cautionnement pour les différentes élections organisées dans notre pays. Ça a déjà été, du point de vue du principe, ça a été acté à Rwanda, que ce soit pour les présidentielles, que ce soit pour les législatives. Et c'est pour ça que beaucoup de voix se sont déjà élevées, pour dire qu'au niveau de l'élection présidentielle, ce taux de cautionnement devrait être fixé à 5 millions de francs CFA, au lieu de 25 millions de francs CFA. Évidemment, on a fixé 25 millions, parce que vous savez qu'il y a un phénomène d'enrichissement illicite. Il faut favoriser ceux qui se sont enrichis. Mais qui se sont enrichis comment? À travers les vols, à travers les détournements, à travers la fraude, à travers la concussion. C'est cela qu'il faut pour qu'ils continuent toujours à agir dans le sens de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire le sens de la protection des responsables de scandaleux crimes économiques et financiers. Donc il faut faire en sorte qu'on donne la possibilité au peuple congolais d'avoir en face d'eux une liste de personnalités dans lesquelles ils choisiront. Des personnalités qui seront appelées à diriger le pays. Et je crois qu'il faut que cela soit regardé fondamental. Et je termine sur un aspect, s'agissant justement de ces nombreux défis. Et c'est la refonte de la loi électorale. Tout ce que nous avons évoqué comme problème, cautionnement, commission nationale électorale, mais ça doit être vu, bien pris en compte à travers la loi électorale. Et cette loi sous laquelle les travaux se font aujourd'hui, elle est largement dépassée. Il faut qu'on aille à la refonte. Et c'est pour ça que je rappelle le ministre de l'Intérieur. Mais vous avez parlé de la refonte en mars 2024. Pourquoi vous n'en parlez plus? Vous vous êtes rendu compte que ça poserait des problèmes à la conservation du pouvoir ou quoi? Mais il faut que cela soit regardé. Vous avez demandé que les amendements soient faits. Mais il faut intéresser tous les Congolais. Et nous autres, dans la position qui est la nôtre, nous sommes prêts à apporter notre contribution pour que les choses soient revues fondamentalement. Donc, chers téléspectateurs, je vais aller à la conclusion en disant, vous voyez, quand on fait ce tour d'horizon, on se rend compte qu'on est très loin de remplir les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, transparente, démocratique et crédible et apaisée. La faute est à qui? Mais la faute est au gouvernement. Ce sont eux qui doivent assumer ces responsabilités. Pourquoi ils ne les assument pas? Mais ils le savent. Mais l'une des raisons, c'est la conservation du pouvoir. On travaille absolument pour la conservation du pouvoir. Et c'est pour ça que l'on a vu à travers le pays les voix s'élever pour demander et réclamer que le président Denis Sassou Nguesso annonce sa candidature comme candidat. Comment, lors du changement de la Constitution à l'époque, il était le seul qui était capable d'assurer la stabilité, le développement, d'amener le Congo à l'émergence. Mais le Congo n'est pas à l'émergence, le Congo est dans la ruine. Comment on fait? Comment on fait? Et c'est pour ça que lorsqu'on parle, et lorsque je viens de faire le tour d'horizon que je viens de faire, il y a un certain nombre d'aspects que je vais rappeler au niveau de la conclusion pour que ces aspects retiennent l'attention des Congolais. Les aspects, ce sont lesquels? Vous avez la conformité à la loi. On a suffisamment évoqué ça. Et tout le monde doit être conforme à la loi. Et ceux qui ne sont pas conformes doivent s'efforcer à être conformes à la loi. Nous avons le problème de l'égal accès de toutes les sensibilités politiques dans les médias publics. Ça aussi, c'est un problème qui devrait certainement être vu dans le cadre de la refonte de la loi électorale, etc. Nous avons le problème de l'application rigoureuse de la loi sur les partis, avec l'expérience que nous venons de vivre et où nous avons constaté
que le ministère de l'Intérieur publie des listes des partis reconnus, mais qui ne sont pas en conformité avec la loi. Une situation très sérieuse qui ne peut pas être passée sous silence. Et nous les suivons, nous attendons ce qu'ils vont faire. Nous avons le problème de la biométrie. Parce que pour beaucoup de Congolais, à travers ce qui a été dit, à travers les concertations politiques qui ont eu lieu, la biométrie a aidé à faire des progrès remarquables dans ce qui est de la maîtrise du corps électoral et de l'élaboration des listes électorales. Pourquoi on n'y va pas? Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous avons le problème que je viens d'évoquer tout récemment, de la révision à la baisse du taux de cautionnement, surtout pour ce qui est de l'élection présidentielle. Nous avons le problème très, très important de la mise en place de la commission, d'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Et nous concluons en disant que nous avons ce problème de la refonte de la loi électorale. Alors, que constatons-nous? Les gouvernements ont choisi une démarche qu'ils ont toujours utilisée. Le chien aboie, la caravane passe. Nous demandons au gouvernement d'arrêter avec cette façon de faire les choses. Faisons en sorte que les Congolais, de façon consensuelle, s'accordent sur ce que sont les conditions permissibles de la tenue d'une élection libre, transparente, démocratique et crédible et apaisée, pour que, sur une base consensuelle sur laquelle on s'entend, que l'élection ait lieu, que le meilleur de tous, le vainqueur, puisse gagner, puis qu'il puisse être félicité par les autres, et qu'on sorte de ces petits schémas de calcul avec les nominations des préfets, des sous-préfets, des administrateurs, mais dans tous les cas, comme il a été relevé dans une déclaration, les préfets, etc., ne devraient pas être à la tête des commissions, des structures qui s'occupent des élections. Ça a été décidé à Ivo, et il faut qu'on règle un certain nombre de... Donc, chers téléspectateurs, je viens vers vous pour dire, encore une fois, nous sommes à un peu moins de 6 mois de l'élection présidentielle, mais nous sommes inquiets de l'attitude observée par le gouvernement, parce qu'il ne prépare pas cette élection sérieusement. Il ne la prépare pas pour qu'elle soit transparente, crédible et autres. Il ne la prépare que dans un seul objectif, la conservation du pouvoir. Et ça, c'est très mauvais, parce que c'est un choix qui ne permet pas de privilégier l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Il faut que nous allions à une vision où nous avons suffisamment d'auteur d'esprit et où nous privilégions une chose, c'est le Congo. Congo qui va mal, très mal, qui fait de la mauvaise gouvernance des gouvernants. Et ils ont intérêt à agir pour que nous avancions et que nous allions vers une élection. Donc, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots. Je m'excuse que ce soit peut-être un peu technique, mais il s'agit de la gouvernance électorale. Et je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, avant de terminer, je tiens encore une nouvelle fois à vous renouveler nos excuses pour les webinaires que nous avons prévus pour le 12, c'est-à-dire hier vendredi, qui n'a pas pu avoir lieu, mais qui a été reporté dans 2 semaines, c'est-à-dire le 26 septembre. Et nous prendrons les dispositions pour que toutes les informations circulent bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les chefs. Dernier jour ce mercredi du voyage du chef de l'État. Fin 2023, la République du Congo connaît des inondations historiques. Pour que le lien vous soit communiqué et que pour que le 26 septembre, nous puissions avoir des échanges très sérieux et des questions très importantes pour que nous avancions. Chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, c'est-à-dire au samedi
20 septembre 2025. À bientôt et merci.